Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jérôme et donc on va faire un petit entretien sur le métier d'UX designer. Vidéo qui est sûrement attendue par un certain nombre d'entre vous. Jérôme va me poser des questions, puis moi je vais répondre le plus sobrement, simplement et honnêtement possible à toutes les questions. Jérôme, je te laisse te présenter rapidement, présenter ce qui t'a amené à te projeter dans le métier du X designer et puis à me poser les questions que tu souhaites. Bonjour, bonjour Liv, bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme. Effectivement, j'ai exercé le métier de journaliste sur le web pendant une dizaine d'années. Et j'ai quitté mes fonctions en fin d'année dernière, et puis avec la perspective d'aller explorer peut-être d'autres métiers, de faire le point un petit peu sur mes aspirations, mes réels moteurs. Avec l'idée éventuellement d'entamer une reconversion professionnelle, ou en tout cas de mener une évolution professionnelle. J'effectue en ce moment un bilan de compétences qui m'amène à me poser beaucoup de questions sur moi déjà, et sur les chemins que je pourrais emprunter dans mon avenir professionnel. Et dans ce cadre-là, j'ai identifié plusieurs pistes d'évolution professionnelle, dont, euh, dont celle du X designer, qui est un métier que je connais pas très bien, mais qui semble cocher quelques cases dans mon cas, c'est-à-dire notamment dans la dimension psychologique euh, du métier, dans l'empathie dont on doit faire preuve a priori pour exercer ce métier, et puis dans le côté recherche, exploration de solutions. Euh, donc, c'est pour cette raison que j'ai contacté Liv, pour qu'elle puisse essayer de m'éclairer sur la réalité du métier. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la réalité du métier du UX designer. Euh, donc, je vais peut-être commencer par te demander, Liv, comment tu es arrivé aujourd'hui comment tu es arrivé à ce métier du UX Hmm. designer, quel est ton parcours, et puis quelles sont vraiment tes activités aujourd'hui, comment tout ça a évolué au fil des années. Hmm. Ok, très bien. Pour moi, j'ai toujours fait ce métier, même s'il a porté d'autres noms, en fait. Moi, j'ai commencé par faire des études de psycho à Rennes. Et donc, assez rapidement, en licence, en fait, on a commencé à prendre des petites spécialités. Et notamment, il y avait une spécialité sur la multimodalité, en fait. Tout ce qui était documents hypertextes à l'époque, etc. C'était il y a 20 ans, hein. Évaluer en fait tout ça dans la pédagogie, comment ça pouvait aider en fait à l'apprentissage ou pas, d'avoir ces hypertextes, de pouvoir naviguer d'un document à l'autre, etc. C'était un laboratoire de psychologie expérimentale où j'ai fait d'abord des petits modules où j'ai fait des petites expériences, je menais des petites expériences là-bas. Et puis, je me suis prise de passion pour l'expérimentation, expérimenter voilà, certaines variables, regarder un petit peu ce qui se passait, comparer, faire passer donc des tests à des personnes pour évaluer un petit peu quels étaient les meilleurs documents, comment les gens réagissaient, etc. Donc finalement, c'est ça, cette passion-là qui m'a amenée à la recherche et à faire un doctorat. Moi, je voulais pas forcément faire de recherche académique. J'avais envie vraiment d'être sur des problématiques de terrain. J'ai souhaité faire une thèse en entreprise. J'ai fait ma thèse chez Orange, Orange Labs. À l'époque, c'était France Télécom R&D à Lannion. Je l'ai faite dans un labo de réalité virtuelle et réalité augmentée. Je travaillais, ma question de recherche, c'était est-ce qu'on peut collaborer à distance via des environnements virtuels et notamment quand nous, en tant qu'utilisateurs, on est représenté par un avatar
qui a des propres animations qui sont prévues par l'ordinateur. Donc, question assez complexe, d'autant que à l'époque, je ne pouvais pas vraiment tester. Il n'y avait pas de soft qui non buggé qui me permettait vraiment de tester directement cette question de recherche. Donc du coup, j'ai travaillé plus largement sur, la communication à distance. C'est quoi communiquer à distance? Et notamment quand on fait des choses ensemble. Donc c'est quoi collaborer à distance? Est-ce qu'il y a plusieurs types de collaboration? Ça, donc j'ai identifié que oui, effectivement, la communication à distance variait en fonction du type de collaboration. Il y a des fois, envoyer un petit mail, ça va très bien. Et parfois, ça va provoquer, des erreurs de compréhension quand on va communiquer à l'écrit et inversement, il y a vraiment des tâches, qu'on doit faire ensemble, en se voyant. Donc la visio peut pallier à certaines choses, le présentiel parfois est nécessaire quand on doit notamment manipuler des objets de l'environnement où là, ça reste compliqué. Après aujourd'hui, on développe également, d'autres, des systèmes de réalité virtuelle qui permettent, certaines manipulations de l'espace, mais c'est pas encore dans le grand public, donc voilà, donc bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais j'ai démarré ma carrière par la recherche, vraiment par passion en fait, pour, poser des questions, pour, aller voir, voilà, auprès des gens, tester en fait, voir comment ils réagissaient, faire des mesures et puis ensuite en tirer des conclusions. Donc suite à ça, j'ai continué un petit peu une année dans la recherche où, là j'ai fait, ce qu'on appelle un post-doc, donc c'est, 1 an ou 2 après la thèse où, on continue la recherche, donc là c'était à Télécom, à l'école Télécom Paris Tech à Paris. Voilà et ensuite j'ai été embauchée par une start-up. Là, c'était vraiment intéressant. Moi, mon but, c'était vraiment de faire de la conception logicielle. C'était ça mon envie de départ. Et donc, forte de cette expérience de recherche, je suis arrivée dans cette start-up. C'était intéressant en plus parce que, je chapeautais une équipe de développeurs et un graphiste et donc, j'étais vraiment au plus près, des besoins clients et puis aussi, de ce que voulait, développer comme nouvelle fonctionnalité, le chef d'entreprise pour, ensuite, réaliser, les logiciels, la conception, logicielle, voilà sur différents logiciels qui étaient assez innovants à l'époque, et donc ça c'était sympa de passer de la recherche avec, toute cette réflexion sur l'humain, comment fonctionne l'humain et de passer ensuite à vraiment du concret. Comment on conçoit, concrètement, les interfaces, pour les rendre intéressantes et toujours dans cette optique, pédagogique en fait, hein. On travaillait sur des logiciels, à visée, pédagogique donc ça, c'était vraiment intéressant, d'avoir ces 2 aspects, en fait, recherche et puis, vraiment conception logicielle, sur des cycles assez courts finalement. Ensuite, eh bien, suite à ça, j'ai ressenti vraiment l'envie de faire on va dire de prendre du recul sur cette expérience. En fait, c'était une expérience très riche et à la fois très, novatrice pour moi puisque j'étais responsable d'une équipe et en plus en télétravail. Donc l'équipe de développeurs était en télétravail et donc je me suis interrogée sur le télétravail. Je trouvais que c'était vraiment un mode voilà, de travail qui avait vraiment ses avantages et aussi ses inconvénients et suite à la thèse que j'avais réalisée, sur les médias de communication, eh bien, je me suis dit: «C'est intéressant de faire un bouquin, d'écrire un bouquin sur, le télétravail».
À l'époque, c'était en 2012, le télétravail était pas vraiment dans les mœurs encore et pourtant ça faisait en lisant les documents, c'était ça qui était drôle, ça faisait 20 ans qu'on disait: «Bah, voilà, avec, l'avènement du PC portable, avec, internet, le télétravail sera plus facile et cetera» et ben non, il a fallu un virus pour réellement démocratiser le télétravail donc ça c'est intéressant de voir ça. Suite à cette expérience et bien, je me suis lancée parce que bon, voilà, moi j'ai un caractère, je suis une aventurière dans l'âme. Je me suis lancée dans l'exercice de créer une entreprise, en fait, avec un ami, qui travaillait dans le recrutement, qui travaille toujours dans le recrutement. On s'est dit: «On a envie de tenter l'aventure, de créer une entreprise ensemble», plutôt dans le RH pour le coup. Voilà, donc on a déménagé à Nantes et puis, on a créé cette entreprise, un petit peu la fleur au fusil, hein. C'est sûr qu'avec, la maturité et le recul que j'ai aujourd'hui, c'était si on avait réussi, franchement, ça aurait été, vraiment très bien. Mais, on n'avait pas ni les compétences, ni le recul suffisant, ni l'offre, intéressante, enfin voilà. Mais n'empêche que j'ai appris énormément de choses, c'était une période, de ma vie professionnelle vraiment exaltante où j'ai consacré 100 de mon temps, au travail et c'était vraiment hyper intéressant. Heu, donc voilà, donc suite à ça, bah, il a bien fallu que je retrouve du travail, à un moment donné, en tout cas qui me permettait de, voilà, de payer mon loyer et cetera et donc je suis retournée alors, pas vraiment dans la recherche, mais plus, l'innovation, la R&D on va dire. Donc toujours, dans les télécoms en fait, tu vas voir que les télécoms, bah, c'est vraiment mon domaine, de mon terreau, on va dire et puis, j'y reviens, régulièrement. Donc un institut de recherche technologique, l'IRT Bicom à Rennes, donc qui travaille, qui fait de la conception logicielle et qui fait de la recherche et innovation en conception logicielle. Donc un petit peu retour aux sources, embauchée en tant qu'ergonome. Bon à l'époque, on parlait encore d'ergonomie, on en parle encore d'ailleurs, on va dire les ouais, ils vont pas être contents, que je les appelle comme ça, mais les vieux de la vieille, dont je fais partie, on continue à parler d'ergonomie. Donc c'est des termes en fait, voilà, qui se côtoient, qui se chevauchent. On pourra faire un point là-dessus, si Mmh, tu le souhaites. c'est ce qu'on va voir après. Je pense qu'effectivement, Ouais. c'est beaucoup en termes de vocabulaire que ça a évolué aussi. Je pense que Mmh, les c'est fonctions ça. existaient avant, mais on a aujourd'hui des mots sur les fonctions, ouais. Ouais, c'est ça et donc bah, j'ai fait des voilà, des super, c'était hyper intéressant en fait. On a travaillé, sur, différents domaines, là-bas et puis j'avais quand même envie de revenir à Nantes, voilà, j'étais tombée amoureuse de Nantes, quand j'y avais vécu et puis aussi cette envie, parce que, depuis le début en fait, même avant ma thèse, j'ai fait des cours et j'aime ce rapport pédagogique en fait, aux étudiants et puis, voilà, proposer des supports pédagogiques, leur faire des choses, transmettre. Enfin, c'est vraiment, aussi tout au long de mon parcours, c'est quelque chose qui m'a porté la transmission. Et donc là, j'ai eu l'occasion, de travailler au CNAM, Pays de la Loire, en ergonomie plus large, on va dire, pas simplement, sur les IHM ou la conception logicielle, mais l'ergonomie au sens large puisque, bon, mes compétences ne s'arrêtent pas aux interfaces logicielles, mais j'aime bien aussi, faire de l'ergonomie produit, voilà, l'ergonomie, de travail aussi, des situations de travail, même si, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, je trouve ça passionnant. Donc voilà et puis, bon, pour des raisons, on va dire, personnelles, je suis restée, 1 an et demi là-bas et puis, j'ai quitté ensuite et puis, j'ai eu l'occasion alors ça, c'était drôle, il y a
dans le parcours professionnel, on peut rencontrer des fois des situations qui sont assez drôles, assez cocasses. Là, je partais, du CNAM le vendredi soir, donc faire mon pot de départ et cetera. Le lundi matin, sans savoir ce que j'allais faire, je me projetais pas, en fait, dans une suite. Le lundi matin, je reçois un coup de téléphone, d'une ancienne collègue, bah, qui avait pris mon poste, 5 ans plus tôt, quand j'étais partie de la start-up et qui m'appelle et qui me dit: Dans la boîte dans laquelle je travaille, on cherche, un ergonome, est-ce que tu connais quelqu'un?» Donc du coup, je lui dis: «Ben, je suis au chômage depuis ce matin, ça tombe bien, donc allons-y». Et donc en fait, j'ai commencé à travailler en freelance, pour eux. Ensuite, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées, comme ça et donc ben, en Et fait, là, ça a on parle duré. toujours d'ergonomie. On n'est pas Oui, UX design, ouais, ergonomie, c'est on est vraiment le ouais. moment où on commence à switcher un peu entre les deux vocabulaires. Et c'est effectivement le moment où je commence vraiment à faire, de l'animation d'atelier, des choses comme ça, où ça commence pardon, excuse-moi, à être un petit peu dans l'air et du coup, où j'oriente vraiment, mes clients sur, ce type, d'offres. Tu vois, un peu type, design thinking, parce que ça va vite, on fait de la conception, plusieurs, différents métiers et puis, ça va assez vite, ça donne des résultats rapides et Là, on satisfaisants. était là, on était en quelle année? Là, c'était il y a 5-6 ans, on est en 2017. Ouais. Mmh, ouais Et voilà, ouais. Donc et donc c'est peut-être à ce moment-là aussi effectivement où tu as pu sentir l'évolution, de l'approche et en tout cas du vocabulaire comme tu le disais, sur oui, c'est les ça et puis, des personnes, qui découvrent le métier avec cette appellation UX designer. Qui ont pas forcément l'historique de justement de tout ce qu'il y avait avant. Tu vois, dans mon livre, je dis qu'au départ, on parlait de psycho-ergonomie, au tout départ quand j'ai démarré, il y a une vingtaine d'années. Parce que en fait, tous les gens qui, faisaient de l'ergo IHM, venaient enfin pratiquement tous, on va dire, venaient de psycho, avaient fait, des études de psycho. Ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui et d'ailleurs, c'est ça mmh. qui a motivé, l'écriture de mon bouquin, Psychologie numérique, tu vois? Parce OK. que justement, il y a des gens qui ont perdu cette, racine, enfin qui n'ont pas cette racine psycho et je trouve qu'elle apporte quand même beaucoup de choses. Donc Mmh. je me dis, bah, voilà, pour ces gens qui ont fait une formation, on va dire vraiment UX design 100 et qui n'ont pas, voilà, ces connaissances-là en psychologie cognitive, ça peut être intéressant de raccrocher les wagons et d'avoir, vraiment cette perspective. Et Ouais, c'est puis, bah, intéressant. pour finir, peut-être, rapidement sur mon parcours professionnel, parce que ça y est, c'est bientôt, fini le le petit tour. Donc je suis restée 5 ans freelance. Voilà, donc ça, c'était super parce que j'ai travaillé avec, différentes entreprises, moi, j'aime bien, voilà, avoir des challenges différents et puis, à chaque fois me dire: «Bon, comment je vais aborder les choses?» et puis, aller chercher des infos et puis, j'ai fait aussi, beaucoup de cours, notamment à l'école de design. En fait, ça faisait 6 ans que je faisais des cours, là-bas, à l'école de design de Nantes À Nantes, ouais. et ouais, j'en faisais beaucoup et en fait, chaque année, ils me proposaient des nouveaux cours et puis, vu que moi j'adorais l'ambiance là-bas et puis, bah, j'adore transmettre, j'ai fini avec, plus de 200 heures par an. Voilà, donc à bien bien occuper mon emploi du temps et puis ils ont déménagé. En fait, moi j'habite à la campagne. Ils ont déménagé à un endroit où je mets, 1 heure et demie pour rejoindre le centre-ville de Mmh. Nantes. Donc du coup, je me suis posé la question: «Est-ce que je les suis ou pas?» et ça faisait 6 ans et je me suis dit: «Allez maintenant, nouveau challenge», donc c'était il y a 1 an. 2022, nouveau challenge et puis, on verra ce que ça va donner et puis, finalement, fin janvier, je faisais aussi j'organisais un hackathon depuis 2 ans à l'école des mines et donc le responsable de l'équipe, de recherche en informatique,
là-bas est venu me voir donc à cette occasion-là en me disant: «Ben, on a besoin de quelqu'un sur 3 ans pour travailler sur un projet de recherche, est-ce que ça te tente?» Et puis, donc le sujet est hyper intéressant, donc j'ai dit oui. Donc je travaille aujourd'hui à l'école des mines, plus en recherche du coup en fait, Mmh. tu vois? Ça faisait 18 ans que j'avais pas mis la main à la pâte, vraiment à de la recherche et donc la boucle est bouclée, on va dire. Ouais, OK. Et donc je travaille sur la prise de parole en public, on va créer un logiciel d'apprentissage de la prise de parole en public. Voilà, pour Très mon bien. parcours. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, si on résume, donc tu as ces fonctions à l'école des mines en recherche Mmh. et tu continues à travailler dans le UX design en freelance. Ouais. C'est ça à peu près ça. OK. Ouais, c'est ça. Donc je suis à 60 à l'école des mines et donc j'ai toujours, bah, des demandes de mes anciens clients. Donc j'essaye de les honorer sur le temps qui me reste et puis après, bah, c'est du temps aussi, qui me sert, voilà, la veille, par exemple là, je suis en train d'écrire la deuxième version, 2e édition de mon livre, voilà, des choses comme ça. Très bien. Alors, on va se pencher maintenant sur la matière là, qui nous intéresse de l'UX design. Est-ce que on peut essayer de définir l'UX design et peut-être faire la différence avec beaucoup de termes qu'on entend dans cet environnement, donc l'UX research, l'UI. Est-ce qu'on peut essayer de définir un petit peu ces concepts en les différenciant et Mmh. pour comprendre ce que chacun recouvre? OK. Alors déjà, différence, bon, on parle classiquement de UX, UI. L'UI va être, vraiment sur, la finalisation des interfaces, donc le rendu visuel, donc les effets visuels, la communication visuelle, donc ça peut être le travail sur les couleurs, ça va être le travail sur, les ombres portées, des éléments, ça va être, voilà, vraiment un travail, graphique. Et l'UX, c'est vraiment ça part de l'analyse du besoin, et jusqu'au maquettage où on va disposer les éléments, sans la partie vraiment graphique, mais vraiment une disposition des éléments. Sachant que, bon, bien sûr, il va falloir quand même travailler avec, lui pour, bah, faire des compromis et puis, également aussi l'équipe de développement. C'est pas: «Bon, bah, je m'arrête là et puis j'en entends plus parler et puis, voilà, je te donne ma maquette, je te livre ma maquette et puis débrouille-toi avec ça». C'est bien sûr un travail d'équipe, mais, grosso modo, c'est ça. L'UX, il va vraiment, se demander quels sont les besoins de mon utilisateur final, comment je vais aller vraiment creuser ces besoins et puis, pour, réaliser un parcours quel enchaînement en fait je vais proposer, quel parcours je vais proposer à mon utilisateur pour que ce soit optimal. Et d'autant que là, on différencie UX, UI. J'imagine que ça dépend beaucoup aussi de la structure dans laquelle on évolue. Dans une petite entreprise, on va être peut-être plus facilement amené à manipuler les deux parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour Mmh, avoir un c'est ça. spécialiste pour chaque élément. Et dans une grande entreprise, peut-être que effectivement les tâches vont être un peu plus spécialisées. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, je me si, trompe. si, bien sûr, c'est ça, en fait, c'est chaque, puis j'ai envie de dire, chaque designer aussi a ses propres cordes à son arc. Et puis c'est en fonction aussi du type de poste, il y a des entreprises, dans lesquelles, UX et UI, ça va être la même personne. On entend souvent parler du fait que, je suis UX, mais on veut pas que j'aille voir les utilisateurs. Donc, bah, oui, c'est vrai que être UX designer sans aller voir les utilisateurs, c'est vraiment ultra dommage. Mm. C'est quand même le but, de l'UX designer, et d'autant plus de l'UX, researcher, donc tu m'as posé la question. Mm. L'UX, researcher, lui, il va vraiment aller interroger les besoins, donc ça peut aller, jusqu'à réaliser des observations, voilà, sur le terrain de qu'est-ce qui se passe, aujourd'hui, pour, ensuite fournir des informations pour,
pour analyser vraiment les besoins et comment on peut les mettre en œuvre. Donc on va vraiment plus loin, en fait, on passe plus de temps dans tout ce qui est, recherche, analyse des besoins. OK. L'UX designer, il le fait. Après, il peut faire, par exemple, du design thinking ou des ateliers, participatifs. Il peut faire aussi, bien sûr, des observations. Moi, j'encourage, fortement à faire ça. Après sur le terrain, c'est vrai que souvent, il fait plus des tests utilisateurs. Ce qui pour moi est déjà bien en fait, par rapport à une démarche. Si déjà l'UX designer, il réalise tous les tests utilisateurs, ça lui donne des données pour, la conception ensuite. Donc effectivement, ça dépend de tes demandes de l'entreprise, de tes demandes aussi, mmh. Et est-ce que, si on parle de l'UX design, c'est un métier, on parle de tests utilisateurs qui sont un outil, en fait, Mmh. pour cerner les attentes des utilisateurs. Est-ce que c'est un métier où on peut créer des nouveaux outils? Est-ce qu'on s'appuie sur des choses existantes qui bougent peu? Comment tu analyses ça, toi? Oui, oui, ben, je pense que c'est un métier qui est assez créatif. Il existe des outils, après, chacun tu vois, moi, j'ai formé beaucoup de designers, d'UX designers, à l'école de design notamment et je leur dis: «Ben, voilà, on vous donne des outils, après, bah, c'est à vous de vous en saisir. Vous n'allez pas tous les utiliser. Chacun va se saisir des outils, différemment pour faire différentes choses». Et donc bah, les outils existent, on en invente quand on fait des ateliers, en tout cas moi la manière dont je fais mon travail, c'est que j'adapte toujours, l'atelier, bah, en fonction des besoins. C'est ça mon moteur quoi, c'est vraiment, répondre au mieux à la demande, du client, donc c'est qu'est-ce que je vais lui proposer comme atelier qui va lui faire gagner du temps, qui va nous permettre d'aller, creuser, la question, enfin la question, qu'il a besoin de creuser, enfin voilà, c'est ça. Donc la créativité, elle est inhérente pour moi, en tout cas, de la manière dont je le conçois à ce métier, effectivement. Être créatif, je pense que c'est hyper important. Après ça dépend où tu travailles. C'est sûr que enfin, j'ai jamais travaillé vraiment en banque, en conception, logicielle, mais il y a sûrement des standards, des choses, Mmh. peut-être qu'il y a moins de créativité, en tout cas dans les possibilités de maquettage. Après peut-être plus dans l'animation d'ateliers, des choses comme ça. Je pense En tout encore cas, ça dépend, c'est une dimension qui a questionné si on cherche un mmh. emploi dans ce secteur, c'est peut-être effectivement de bien cerner la part d'autonomie ou effectivement de marge de manœuvre qu'on peut avoir, qu'on aura éventuellement dans cette entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux du coup là, on parle d'outils, on parle de beaucoup de la manière différente dont ça peut se dérouler en fonction de l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple assez simple d'un projet de X design et le rôle que toi tu vas avoir là-dedans, par exemple en donnant des cas concrets d'ateliers que tu mènes avec des utilisateurs ou ce genre de choses. Mmh. OK. Bon, il y en a plein, mais là, je pense à un atelier que j'avais mené. En fait, j'étais arrivée dans une entreprise, ils avaient un soft, RH pour les RH et il y avait, de mémoire, 4 ou 5 menus, sous-menus, tu vois? Sur leurs Mhm. interfaces et donc c'était un bazar, mais pas possible. C'était innommable. C'est-à-dire que sur un écran de PC normal, en fait, tu avais, peut-être 5 centimètres pour, comme surface de travail, tu vois? Comme espace de travail pour, manipuler, des objets. Enfin, et en fait, en faisant je leur ai proposé un tri de cartes. Je sais pas si ça te parle, mais en Non. gros, c'est pour trier les informations, dans un menu, notamment et je m'étais rendu compte suite à ça qu'en fait, on pouvait simplifier mais énormément les choses et donc là, l'idée, c'était de prendre, les différentes personnes qui étaient responsables, de ce logiciel, qui étaient impliquées, en fait, dans l'entreprise, de les convier à un rendez-vous, de préparer, le tri de cartes, en amont, donc de leur faire des exercices, et puis, bien, finalement, on était arrivé en 1 heure et demie, 2 heures d'atelier
à quelque chose de beaucoup plus clair où on avait juste un menu. On avait 2 modes en fait, en fonction, un mode, de mémoire admin et puis un mode, utilisateur. Et donc déjà, on divisait en 2 le nombre d'entrées, puis après on les avait classées, de sorte que, bah, finalement on s'y retrouvait beaucoup plus facilement. Donc ça c'est un Et ben, exemple, ouais, et ben, là, tu parlais du tri de cartes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce que c'est, par exemple, pour mmh. qu'on ait une idée un petit peu de ce que ça peut être Oui, alors par un exemple, atelier? tu conçois, ou tu as un site, où tu vends des meubles. Donc tu as des chaises, des lits, je sais pas, des tables, des canapés et cetera. Comment tu organises ton site? Est-ce que tu organises ton site par, ambiance? Tu vois, tu vas voir, les je sais pas, l'ambiance, design, moderne, tu vas avoir, les meubles, un peu, papi-mamie, tu vas voir enfin, en termes d'ambiance comme ça. Ou alors est-ce que tu tries en fonction du type de mobilier, donc les chaises, les tables, machin, ou en fonction du type de pièce, tu vois? La chambre, le salon et cetera. Et donc, là, l'idée, Ou le est-ce tri que de tu mets, carte. tu mets tout? Parce que moi, je connais des sites où il y a plusieurs tri possibles. On peut choisir par pièce, Ouais, par c'est ça. meuble. Hein, soit Mmh. on met tout, soit on choisit. Enfin, voilà. Voilà, mais en tout cas, se pose la question, comment tu présentes les informations? Hmm. Et donc, et bien, le tri de cartes, ça consiste à prendre, voilà, toutes les unités que tu vas avoir, par exemple, chaise, bleue, telle marque, j'en sais rien. Et donc ensuite à faire, demander aux utilisateurs de faire des regroupements. Donc ça, c'est la méthode, traditionnelle, tu vois? Moi, je l'ai adaptée pour, Hmm. demander aux gens qui concevaient, en tout cas qui étaient, proches des clients, de faire cet exercice. Mais l'idée, c'est ça, c'est aux utilisateurs de trier ce qui leur paraît le plus logique. Et donc ils vont mettre, chaises, tables, finalement tout ce qui a trait, à la salle à manger. Et puis, ils vont mettre eux-mêmes un post-it, général, salle à manger. Hop, du coup, tu auras un Hmm. tri qui va être réalisé par les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça, c'est pas mal. Là, c'est trivial comme exemple, mais Hmm. c'est pas mal, par exemple dans des administrations où toi, en tant que UX designer, tu connais rien au métier, par exemple. Eh bien, l'idée, c'est de faire travailler, entre guillemets, les gens qui sont, utilisateurs pour que ça leur paraisse logique, en fait, la manière dont les Hmm. informations sont architecturées. Ça permet aussi de les impliquer dans le processus pour que eux le mettent en œuvre de manière plus facile ensuite, c'est ça? Mmh. Ou je me trompe? Ouais. Bah, déjà recueillir les informations. Après, c'est sûr que, quand tu impliques, les utilisateurs, après, ils te donnent des infos aussi qui vont être essentielles, qui vont permettre, Hmm. d'améliorer les choses. Tu peux faire un club utilisateur, enfin, sans forcément l'appeler comme ça, mais en tout cas avoir Hmm. des utilisateurs que tu peux contacter, en leur disant: «Bah, tiens, est-ce que tu peux, regarder les maquettes? Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il y a des choses, qui te paraissent, illogiques ou autres?» Mmh. Ok. Et là, on parle beaucoup de tests utilisateurs quand on évoque l'UX design. Est-ce on peut dire que c'est la majeure partie du travail ou est-ce que c'est juste une partie et si c'est le cas, quelles sont les autres parties importantes du métier? Je dirais pas que c'est la majeure partie, je dirais que c'est important. Après, c'est parce que tu fais, la majeure partie du temps. Ce que tu fais la majeure partie du temps, c'est, récolter les informations, sur, comment tu qui vont te permettre de concevoir tes interfaces. Après, c'est, concevoir, les maquettes. Et puis, faire des allers-retours, voilà, avec, la prod, avec, le graphiste, avec, différents corps de métier, pour s'assurer que c'est OK ce que tu as produit. Et puis, effectivement après ça va être, bah, le suivi et puis, le test, après encore une fois tout dépend de l'entreprise, dans Hmm. laquelle tu travailles. Mais, non, Mais, le gros, c'est quand même la conception. C'est là où on est attendu, je pense, le plus, c'est la hmm. conception et pas forcément l'évaluation. Et l'évaluation, en fait,
il y a des gens qui pensent que c'est un petit peu superflu ou que ça va pas forcément amener grand-chose, alors que bah, pour moi, c'est la méthodologie la plus importante parce que pour la conception et pour te faire une idée aussi de ton utilisateur, donc à terme pour mieux concevoir, pour concevoir plus vite, c'est essentiel de les voir en action en fait. Et Hmm. d'ailleurs, à ce propos, ça, j'aime bien. Je faisais des cours tests d'utilisateurs avec les étudiants et c'était dingue de voir à quel point ils observaient que certains galéraient alors qu'ils sont étudiants en interactivité. Donc, normalement, Hmm. ils ont quand même l'habitude de manipuler des interfaces. Et en plus, ils choisissaient vraiment des interfaces, des sites web, des choses qui sont de grosses marques, donc qui sont normalement assez bien pensées. Et en fait, ben, c'est pas toujours évident, en fait. On a l'impression que c'est toujours bien fait, mais non. Et moi, je suis toujours, surprise, à l'occasion de, je sais pas, ma mère qui me demande de l'aider à prendre un billet de train sur, SNCF, le site de la SNCF ou des choses comme ça, de voir à quel point les gens, ils se font des fausses, hypothèses de comment ça va fonctionner. En fait, on Hmm. projette comment le système va fonctionner et du coup, des fois on lit pas forcément, moi la première, on lit pas forcément les infos qu'on nous donne, on regarde pas partout. Il y a beaucoup d'informations, donc on loupe, 80 des Ouais. informations qu'on nous donne et donc ouais, il y a toujours, les tests utilisateurs, on peut pas pour moi, on peut pas passer à côté. Je sais qu'il y a Ouais. plein de gens qui malheureusement, peuvent pas en faire, mais pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Ok, d'accord. Euh, ok, je pense moi j'ai mieux compris le périmètre en fait de l'UX design. Euh, Tu parlais aussi beaucoup d'aller-retour. J'imagine que c'est d'aller-retour j'imagine par exemple ces tests utilisateurs, ils peuvent se font à un moment. Il y a une phase de développement, puis après on peut en refaire aussi pour être sûr qu'on suit bien le fil rouge du projet. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a, ou alors une fois qu'une étape est passée, on n'y revient pas? Comment ça se passe concrètement? Bah, en général, dans la conception logicielle, moi je prends souvent le parallèle avec la construction d'immeubles, mais on ne fait pas du tout la même chose. Normalement, il faudrait commencer par analyser les besoins, se projeter dans un produit complet, etc. Et puis commencer, une fois qu'on commence la construction, tu vois, on a les plans, quoi. On sait ce Hmm. qu'on va faire, on sait qu'il y aura 6 étages et puis, on va pas en rajouter un, à la dernière minute, quoi. Hmm. Sauf qu'en conception logicielle, bah, en fait, c'est pas toujours le cas, Hmm. assez rarement malheureusement et du coup, bah, on se retrouve avec des appartements où il y a 3 salles de bain, il y en a où il y en a pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais, quoi. sous prétexte que, oui, c'est pas matériel et cetera, on peut c'est «flexible» entre guillemets et donc on va pouvoir, modifier au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, ça pose toujours des problèmes, de modifier au fur et à mesure et donc en fait, on conçoit et après on reconçoit et après on améliore et puis après tout ça est soumis à validation donc il Hmm. y a des choix qui sont faits, qui sont pas forcément ceux qu'on souhaite, pérenniser, enfin, tu vois? Et après, je parlais de la prod, ben, les développeurs vont te dire: «Ah ça, on peut le faire, mais par contre, ça va prendre 3 fois plus de temps que Hmm. si on fait un truc qui est un peu moins bien». Voilà. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup de compromis, de choix à faire. Ça m'amène justement à la question que je me posais ensuite. Euh, je sens poindre parfois un petit peu des frustrations sur la durée qu'un projet peut prendre ou sur les allers-retours contraints qui arrivent dans le projet. J'ai envie de te demander, dans ce métier-là, toi, c'est quoi ce qui te plaît le plus? Et à l'inverse, ce qui te plaît le moins, et quelles sont les contraintes les plus embêtantes dans ce métier? Et voilà. Et puis après, comment tu arrives à Mmh. les surmonter?
Alors moi, ce qui me plaît le plus, il y a un côté, déjà, a observation, analyse des comportements humains. Tu vois, j'ai commencé par la recherche en psycho, Mmh. c'est pas pour rien. Moi, j'adore regarder quelqu'un interagir avec, un objet, interagir avec une interface, je pourrais observer des heures, Mmh. voilà, des gens interagir, avec des interfaces. Je trouve ça passionnant sur, comment, quelles hypothèses ils vont se faire et cetera, quels modèles mentaux ils ont. Donc ça déjà, c'est passionnant. Après, il y a un aspect créativité, qui est super. Il y a un aspect aussi, c'est un métier qui évolue pas mal en termes de méthodes. On parlait tout à l'heure des méthodes. Oui, bien sûr, on peut en créer, il y a des nouvelles méthodes qui arrivent, il y a des choses qui, voilà, qui bougent et puis, finalement, on a plein d'outils. Après, à soi, de faire le tri et puis, et de choisir, ce qui nous convient. La relation aussi avec les gens et le fait, que ce soit en interne. Donc, Mmh. on est au carrefour, en fait, des décideurs, des graphistes, de l'équipe, développement, du marketing, et cetera et puis aussi avec les utilisateurs finaux, donc ça, c'est hyper intéressant et puis c'est un métier qui est attractif aujourd'hui, donc moi qui aime, transmettre, ben, tu vois, il y a pas mal de jeunes qui veulent, pardon, qui veulent, s'inscrire dans ce métier, s'inscrire dans ces parcours professionnels-là, donc du coup, bah, c'est motivant aussi, c'est pas comme si, Mmh. personne voulait faire ce métier, tu vois? Ouais. Mais Donc ça, c'est c'est intéressant de transmettre, à des gens, pouvant leur dire aussi qu'ils vont, trouver du travail, en tout cas qu'ils vont s'inscrire dans un secteur mmh. qui est dynamique, etc. C'est vrai qu'effectivement, Ouais, surtout que on peut transmettre dans un métier passionnant, mais en leur disant malheureusement, ça va être un peu ouais, couché. c'est ça. Bah, Euh, surtout qu'en plus, ça a beaucoup évolué. Moi, c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup fait on va dire, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour expliquer que c'était nécessaire et cetera. Aujourd'hui, voilà, c'est moins le cas, en tout cas dans l'édition logicielle, les gens, reconnaissent l'intérêt d'avoir un UX. Après, il y a pas forcément, on croit aussi beaucoup que c'est simplement, réaliser des maquettes. Donc là, il y a encore du travail, je pense de vulgarisation à faire sur, c'est quoi vraiment le métier et qu'est-ce que ça implique? Mais bon et puis oui, il y a de plus en plus de postes et donc ça c'est bien. Et ce qui me plaît le moins et ouais. ben, écoute, ce qui me plaît le moins, moi, c'est quand tu fais des études et que tu arrives avec des données et que tu arrives, tu as bien bossé quelque chose et qu'on te dit: «Ben, OK, c'est très bien, mais en fait, on va pas faire comme ça, on va prendre la solution la moins, Moins cher. la moins bien», Mhm. ou alors, bah, non, moi ça m'est arrivé, hein, pendant 2 ans de dire: «Il faut absolument que je puisse, faire des tests utilisateurs» et qu'à chaque fois on me disait: «Ah oui, c'est une très bonne idée, mais on va pas faire ça». Voilà, ça peut être, frustrant, mais bon, je pense que c'est dans tous les métiers comme ça. Ouais, il y a toujours des. Mais du coup, ça nous amène aussi à. Enfin, là, ça me fait penser, à- aux qualités un petit peu qu'il faut mettre en œuvre pour exercer le métier. Là, tu peux parler d'une éventuelle frustration quand finalement on te dit au dernier moment, ah ben non, on va pas faire comme ça. Euh, je vais te poser un peu la question après voilà, des qualités, un peu des types de personnalités qui s'accordent bien avec le métier. Mais là, est-ce qu'on peut dire qu'il faut une force de persuasion, d'argumentation pour mener à bien son projet, pour essayer de convaincre justement tous les gens avec qui on travaille. Tu disais qu'on était au Oui, carrefour bah, mmh, de plein de métiers en fait dans une entreprise. oui, faut Ouais. savoir mettre en avant, des arguments qui sont pertinents, montrer son travail, voilà, savoir, montrer ce qu'on fait, en parler, je pense qu'il y a vraiment un aspect aussi, communication. Tu vois? Mhm. Donc par exemple, on parle beaucoup des personas, mais l'outil des personas, la méthode des personas, c'est aussi un outil de communication pour le projet, pour, impliquer, les développeurs et cetera dans, bah, il y a un utilisateur final et il a tel besoin et donc
Donc voilà, c'est important de les prendre en compte. Donc ça, je pense que oui, il faut quand même aimer, ça. Il faut aimer aussi, bah, savoir, négocier aussi avec, les autres métiers qui ont d'autres contraintes, Mmh. et puis, surtout, moi, je pense que la qualité principale, enfin, il y a 2 qualités principales, c'est faut aimer, les gens et puis, aller à la rencontre, des gens et de leur singularité. Des fois, voilà, on est étonné de se dire: «Ah tiens, cette personne, elle fonctionne comme ça». Moi, je trouve ça génial, tu vois? Je trouve ça génial de voir que chacun, a son système de pensée, notamment surtout si tu travailles à l'international. Bon, ben, voilà, enfin, c'est hyper important. Et puis aimer aussi, la simplification. Heu, Aimer, partir de quelque chose de très complexe et aimer simplifier les choses pour les rendre, vraiment, faciles, simples, voilà. Enfin, tu vois, Mmh. je pense que vraiment il y a ce goût aussi de la simplification, qu'il faut Mmh. avoir et de l'organisation derrière. Je Ouais, pense qu'il faut être quelqu'un de très organisé aussi. ouais, organisé, Hem rigoureux. Mmh. Ouais, il y a une Mmh. rigueur. C'est vrai que, je pense que c'est une qualité, qui est importante et puis, moi, je vais en rajouter une troisième si tu Ouais, permets, bien la sûr. créativité, c'est pas mal. Donc Ouais. rigueur et créativité, je pense que, voilà, c'est un profil particulier finalement, hein, tu vois? Mmh, c'est ça. C'est, effectivement des qualités assez différentes, empathie, enfin, en tout cas, oui, contact humain, rigueur, créativité. Heu, Effectivement, il faut trouver, mais bon, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être bons nulle part. En fait, en réalité, ils sont bons dans pas mal de domaines. Il faut juste, en prendre conscience. Effectivement, là, c'est des qualités qui sont importantes à avoir en tête pour savoir si c'est un métier qui peut nous convenir, quoi. Mmh. Hem Donc oui, donc on parle de, ouais, de qualité. Donc si on parle de type de personnalité, ça va être, oui, on va être sur oui, oui, ça va être ça, des gens, créatifs, mais les pieds sur terre, en gros. Si je Exactement. Les ouais. pieds sur terre et la tête dans les étoiles, je pense que c'est Ah vraiment ça. voilà, on peut résumer ça comme ça, très bien. Et avec, et je pense qu'il faut effectivement, savoir valoriser ce qu'on fait, tu vois? Mmh. Je pense que, enfin, je réfléchis aux gens que je connais qui sont, bons dans ce métier et c'est des gens qui savent, mettre en valeur ce qu'ils font sans être prétentieux, c'est Mmh pas la question, mais c'est expliquer pourquoi c'est important, quoi. Parce mh. que, c'est vrai que même aujourd'hui, on est toujours, obligé de se «battre» entre guillemets, enfin de faire valoir ses arguments. Je pense que c'est dans beaucoup de métiers comme ça, Ouais. Mmh. mais en tout cas, c'est important, ouais, de pas être juste un créa et puis hop, on laisse, vivre tout seul, ses créations. Mmh. Là, on va se faire rapidement, un peu noyer, je pense et que ces créas vont pas forcément arriver à naître. Effectivement, je pense que c'est le cas dans pas mal de métiers, dans cette dimension-là. Effectivement, le faire savoir, pas simplement faire, accomplir sa tâche et se dire: «Bah, c'est bien de toute façon», effectivement, si on a envie qu'elle serve au projet global, ouais, et à un moment donné, on est obligé voilà, de faire en sorte qu'elle soit perçue par tout le monde, et cetera. Mmh. Donc, En même temps, c'est si on aime ce important, hein. qu'on fait, on est content de montrer ce qu'on Ouais. a fait. Enfin, c'est pas forcément vendre, faut Mmh pas mh. forcément avoir des compétences de vendeur, mais juste, montrer ce qu'on a fait, montrer pourquoi on l'a fait, ça de pédagogie finalement, en Ouais, fait. c'est ça, ouais. Voilà, c'est Mmh. plus ça. Ça peut venir naturellement, effectivement, en fonction aussi de l'ambiance dans laquelle on évolue, et cetera, mais Mmh. c'est important de l'avoir en tête, ouais. Je me demandais également, en dehors des qualités, humaines ou en tout cas, professionnelles qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a des formations qui sont recommandées plus ou moins, plus recommandées que d'autres pour exercer ce métier? Si oui, lesquelles tu conseillerais toi ou Mmh. quels Bah, conseils tu as donné par rapport à ça? j'ai pas forcément de vision, exhaustive des formations, tu vois? En Mmh mh. formation initiale, ben, écoute, l'école de design, je trouve qu'elle est très bien, à Donc Nantes. de Nantes, ouais. Mmh. Celle que c'est parce que je Mmh. la connais, voilà, Ouais. je vais te recommander celle-ci, je pense qu'il doit y en avoir d'autres aussi, qui sont très bien.
Après, en formation professionnelle, il y a les Gobelins qui a l'air Mm. bien aussi. On m'en a J'ai eu des parlé aussi, retours. ouais, de l'école des Gobelins, effectivement. Ouais. Ouais, j'ai eu des retours positifs. Après, il y a l'école multimédia à Paris aussi. Et puis, je pense, enfin, j'en oublie plein. Je voudrais pas dire que Mm. pour moi, c'est les meilleurs puisque j'ai pas spécialement fait de benchmark. Et c'est bon, c'est pas forcément, ça m'intéresse pas plus que ça vu que j'ai pas besoin de me Mm. former, tu Mm. vois. Enfin, Mm. je fais de la Parce veille, que, mais voilà. ce que je comprends aussi, c'est qu'avoir un diplôme, une formation, par exemple, dans l'un de ces centres de formation, c'est important. Mais de ce que je crois comprendre, ton avis, c'est que ça peut être une porte d'entrée, mais pour être bon dans ce métier, pour avoir des perspectives, il faut aussi les qualités qu'on a évoquées avant. Enfin, ça Mmh. marchera pas forcément si on n'a que le diplôme. Est-ce que tu es Bah, c'est d'accord avec ça et ça? puis, Ouais. oui, tout à fait. Puis avoir, de l'expérience aussi, c'est comme partout. Si tu as ni expérience ni formation, c'est compliqué. Si tu as que de la formation, bah, il te manque un peu d'expérience. Après, il y a des gens qui ont que de l'expérience, qui ont entre guillemets, fait cette fonction un petit peu, ben, pourquoi pas, tu vois? Après, bah, là voilà, un petit peu de veille, un petit peu de ça peut suffire quoi, un peu de lecture, d'ouvrages, ça peut être, pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de choses, sur le sujet, que ce soit, sur internet ou, les bouquins, voilà, enfin, il y a pas mal de vraiment de bonnes bases, on va dire, sur le sujet, quoi. Ouais. Oui, parce que j'allais te demander de manière plus générale les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut faire ce métier. Là, tu as parlé enfin, t'as parlé de veille, de curiosité au final là, sur le sujet. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de faire ce métier? Hem, Bah, voir un petit peu, je pense que là, la partie, personnalité, elle me paraît intéressante, tu vois? La partie, qu'on a abordée de la vidéo parce que ça donne déjà un peu des indicateurs de se dire: «Ah ben, est-ce que c'est quelque chose qui me parle ou est-ce que non?» Et du coup, d'ajuster. Je pense que c'est normal, des fois de se projeter dans un métier, puis finalement de se dire: «Bah, finalement, est-ce que c'est vraiment ça?» Et puis on s'ajuste au fur et à mesure, des conseils et ben, là, j'ai en tête le bouquin, «L'UX en pratique», Mhm. qui a été publié chez Erol en 2020, je crois, ou 2021, 2020. Hem et du coup, qui peut donner des cas concrets, en fait, de problèmes qui peuvent être rencontrés, dans le métier. Alors faut pas que ça fasse peur non plus, mais en tout cas, je pense que ça donne une bonne image, du métier, concrètement. Donc Mhm. si on veut pouvoir se projeter, ça peut être pas mal. Ouais. Et si je peux me permettre, moi je donnerais un conseil aussi. Et dans mon cas, enfin, rencontrer le plus de gens possible, confrontez-vous le plus possible à des gens qui pratiquent ce métier. Et puis, il y a aussi des possibilités de faire des stages. Pôle emploi le propose, des stages Mmh. d'immersion, ne serait-ce que de 2 3 jours. Je pense que, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris et aujourd'hui j'en suis convaincu. Je ne sais pas si demain je ferai ce métier du X designer, mais je pense qu'effectivement, ça paraît être du bon sens, mais euh, quand on y est confronté, je pense que c'est d'autant plus parlant. Enfin, faut aller voir. Enfin, faut de la curiosité, faut Mmh. décortiquer, Ouais. Et peut-être et- aussi, ça peut être intéressant de lire les annonces, de job, Mm. tu vois? De voir les qualités qui sont demandées, un petit Tout peu à les fait. fonctions, ça permet aussi de voir un petit peu quelles sont les compétences qui sont demandées, est-ce que ça nous convient ou pas? Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Pour terminer, si ça te va, je sais pas ce qu'on peut. À quel salaire on peut s'attendre quand on débute, quand on débute dans le métier de X designer? Est-ce qu'il y a une fourchette qu'on peut donner ou alors c'est très variable, on va.
Ça va dépendre, Alors, j'imagine, beaucoup de la structure aussi, mais ouais, je saurais pas te répondre à cette question. Par contre, les designers interactifs, qui est une association, il me semble ils ont publié un document là-dessus qui se base sur des questionnaires mmh, de professionnels. Donc, avec le nombre d'années d'expérience, le type de boîte, etc. Et donc, ils ont fait tout un travail d'analyse des salaires. Et donc, ça peut être un bon moyen de se situer. Donc, c'est les designers interactifs, ouais, c'est c'est ça? ça, d'aller sur OK. leur site et puis de fouiller un peu. On le trouve Mmh. facilement, le document. Ouais, OK. Puis, donc ils le font, ils le mettent à jour régulièrement. Donc, Mmh. ça, c'est intéressant vraiment d'avoir des données concrètes sur Ouais. du terrain, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et là, tu disais le doc recouvre aussi les années d'expérience. Ça permet aussi de se projeter Mm, sur la manière dont on peut évoluer sur ce plan-là, c'est ça. qui n'est pas quelque chose à négliger, effectivement. Bon, on a bien compris que a priori, de ce que tu me dis, c'est un métier où il y a du travail aujourd'hui. Bah, je pense, hein, je vois souvent Ouais. des annonces, Mmh. dans le numérique, ils recrutent, ils Mmh. se plaignent que, voilà, ils trouvent pas forcément les gens, bon. Mmh. Moi, c'est ce que je te disais quand on a préparé, c'est que j'ai jamais cherché de travail. J'en Mmh. ai toujours, on m'en a proposé, mais j'ai vraiment jamais cherché. Donc, bon, je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant, mais Oui, oui. mmh. Mmh. Oui, avec l'expérience. OK. Eh bien, écoute, très bien. Moi, j'ai à peu près fait le tour des interrogations que j'avais. J'espère qu'elles auront été utiles à tous ceux qui regardent la vidéo. Et puis, et puis voilà. Bah, en tout cas, merci d'avoir éclairé ma lanterne et nos lanternes sur Ouais, ben, le merci à toi, métier. Jérôme, d'avoir, accepté qu'on puisse enregistrer, l'entretien pour que ça puisse être, bah, servir à d'autres personnes. Ouais, C'est le avec but. plaisir, avec Et plaisir. puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, à les mettre en commentaire et puis peut-être que je referai une autre vidéo, plus tard, sur les questions, restantes. Mais en tout cas, je te remercie parce je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif du métier Ouais, d'UX designer. Et bon, à mon avis, ça peut permettre aux gens de se projeter. Est-ce que c'est pour moi ou pas? Donc, à vous de me dire si vous avez d'autres questions, auxquelles on n'a pas pu répondre. merci. Merci.